Je me suis toujours demandé si le féminisme radical n'était pas une piste formidable pour la fiction. Le féminisme radical est violent, c'est une fiction en soi, hein, puisqu'on se raconte quelque chose, on se raconte l'histoire de la domination du patriarcat par exemple. Et il y avait, de mon point de vue, il y avait un espace là fictionnel vierge où personne, à ma connaissance, ne s'est encore aventuré. Et donc je voulais vraiment décrire ce que c'est qu'une obsession. Alors, mon personnage elle-même, Alix, ne se définit pas comme féministe. Elle est un peu comme Monsieur Jourdain. Elle est féministe sans le savoir ou à l'insu de son plein gré. Mais dès les premières pages du journal, dès la première page du journal, elle le confesse, hein, elle a qu'une seule envie, c'est de manger cru un homme, au sens littéral du terme. Elle fantasme sur la viande humaine et très spécifiquement masculine, hein, la viande de femme ne l'intéresse pas. Donc cette envie androphage, elle la traîne depuis pas mal d'années, et justement parce qu'elle sent qu'elle est à deux doigts de passer à l'acte, ce qu'elle n'a pas encore fait, elle se met à écrire. Et voilà, le journal d'Alix, c'est l'aventure de cette femme à partir de cet instant-là, à partir du moment où elle se dit que l'écriture va lui servir à exorciser peut-être un peu cette envie, à la dompter, parce qu'elle sait bien que c'est mal vu de manger de l'humain. Mais c'est plus fort qu'elle. Alors voilà, l'écriture va l'aider, mais aussi une certaine vision du patriarcat va l'aider. C'est-à-dire que son chef de service, elle travaille dans une filiale du ministère de la Culture, dans un institut, on ne sait pas trop ce qu'ils y font, comme souvent au ministère de la Culture. C'est un département exclusivement féminin, sauf le chef de service qui est un homme. Ça arrive même assez souvent dans les entreprises, voilà. Et donc cet homme, ce brave homme, qui n'est pas du tout ni misogyne, ni agressif, ni quoi que ce soit, va servir de paratonnerre à Alix. Et va se monter un peu le chou sur l'envie de viande humaine à force de voir son chef de service. En fait, il y a 120 chapitres qui sont 120 pages de ce journal, qui se suivent pas forcément chronologiquement. Il peut y avoir plusieurs mois qui se passent sans qu'elle touche à son journal. Mais chaque page, alors c'est pas une écrivaine, hein, d'ailleurs au départ elle a vraiment du mal à structurer sa pensée. Donc du coup elle note un peu, comme dans les ateliers d'écriture, elle s'inscrit d'un atelier d'écriture, on lui dit, voilà, il faut jeter sur une feuille toutes les idées qui vous passent par la tête, voilà, et donc elle fait un peu ça au début de son journal, puis petit à petit ça va mieux, son écriture se fluidifie, elle prend du métier, hein, à force d'écrire, et ce qui est assez symptomatique, c'est que chaque journée, si on va dire un chapitre correspond à une journée, elle termine chaque journée en se posant une question à elle-même, en mode QCM, question à choix multiples, à laquelle elle ne donne pas de réponse. Et donc mais la manière déjà de formuler la question est parfois un peu étrange. Bon, il y a des questions qui semblent banales, hein. Par exemple, pour un combi frigo congélateur, je préfère que le congélateur soit au-dessus ou en dessous. Alors, a priori, c'est le genre de questions qu'on peut trouver dans des magazines féminins tout à fait respectables, sauf que quand c'est écrit par quelqu'un qui se confesse androphage, ça prend une dimension un peu particulière, dirons-nous. En effet, alors tout se tirait plutôt bien pour Alix, parce qu'elle arrive à maîtriser donc son envie androphage, sauf il y a deux événements en fait qui se produisent. Le premier est une sorte de d'impôt payé à l'éco-citoyenneté, dirons-nous. C'est que le service décide un beau jour de faire passer sa cantine en végétarien. Pas juste un plat, comme c'est souvent, pas juste le vendredi, non, il passe entièrement en végétarien. Alors, ça ne veut pas dire que tous les membres de l'institut, tous les fonctionnaires doivent obligatoirement manger végétarien. Ils peuvent traverser la rue, il y a toujours une cantine tout à fait normale de l'autre côté dans un autre ministère, mais disons que c'est un symbole, etc., tout ce qu'on sait. Et forcément, alors ça gêne beaucoup de monde, mais ça gêne
encore plus Alix, qui ressent un manque de protéines. Ça c'est le premier événement, et le deuxième événement, c'est que une nouvelle recrue arrive au département, s'appelle Apolline, et Alix tombe amoureuse de cette Apolline, et comment l'approcher, et petit à petit elle s'aperçoit que sans doute ses envies androphages seraient un moyen, si on les avoue, ce qui n'est pas évident, serait un moyen de drague absolument formidable. Il y a beaucoup de personnages dans ce livre, mais qui servent d'écrin à Alix et à son envie inavouable. Et petit à petit, ce qui est assez intéressant, c'est que ce département féminisé, donc à l'extrême, sauf le chef, qui reste un homme, petit à petit, ce département commence à vibrer aux mêmes ondes que Alix. Et on se demande si elle ne va pas devenir une chef de meute de ce département. Alors, j'ai parlé du féminisme au début, parce qu'en effet, son idée, pour en rendre au moins sa pulsion acceptable, c'est de l'habiller dans les habits du féminisme un peu radical, et donc elle passe son temps aussi à réciter des formules sur le patriarcat, sur la domination masculine, elle cite Bourdieu, etc. Mais nous, le lecteur sent un malaise qui est que petit à petit, chaque jour, la rapprocherait éventuellement de l'acte qui est, en gros, manger son chef de service. Va-t-elle manger son chef de service? C'est la question qu'on se pose. On se pose d'ailleurs cette question dès avant le journal d'Alix, parce que il y a une préface qui dit que le journal en question se retrouve là très, très concrètement entre les mains d'un juge d'instruction, et qu'il y a donc une affaire autour de ce journal, et donc on peut se demander si déjà en fait au départ il n'y a pas eu quelque chose d'énorme qui s'est produit, qui est un fait divers absolument sordide ou quelque chose dans le genre. Voilà. Mais bon, là, je peux pas en dire plus, évidemment, parce que sinon, je révèle un peu quelques ficelles de la construction. Mais l'idée, c'est quand même un voyage introspectif. C'est-à-dire que la question de savoir pourquoi on déteste les hommes, par exemple, et d'où ça vient, comment on peut être féministe radical et en venir à des prises de parole excessivement violentes. Moi, j'ai toujours été frappé, d'ailleurs, par le vocabulaire utilisé par le féminisme, les chiennes de garde, ni pute ni soumise, gouine rouge, j'ai vu ça il y a pas longtemps, gouine rouge, ou chez les Américains, le SCUM, Society of Cutting Up Men, donc littéralement émasculer les hommes, la société qui émasculerait les hommes. J'ai toujours été frappé par la violence inouï contenu dans ces titres. Ce n'est plus juste féminisme, c'est autre chose, c'est de la violence proclamée, et aussi une certaine vulgarité. Voilà. Et donc cette alliance des deux m'a toujours un peu gêné, même beaucoup gêné, et je me suis dit, oui, il y a forcément une matière à fiction là-dedans. L'humour, oui, je le pratique sans le vouloir, en fait, c'est quelque chose qui imbibe ma prose, peut-être parce que c'est une sorte de médicament personnel ça soulage, on rit pour ne pas pleurer, on rit pour rester en vie, on rit pour affronter l'absurdité de ce monde qui est cruel, mais aussi surtout absurde, on ne comprend pas ce qui nous arrive, et donc mieux vaut en rire. Quand on rit, on a l'impression qu'on maîtrise, voilà. Je pense que c'est ça, mais c'est, oui, avant tout quelque chose de personnel. Et puis aussi, il faut que, comment dire, que le sourire accompagne l'écriture. Je ne crois pas du tout, en tout cas pour moi, à une écriture sinistre ou qui se ferait vraiment dans une sorte d'abnégation, quelque chose comme ça, monacale. J'ai vraiment du mal. J'ai besoin, moi, de sourire, même si parfois c'est jaune, même si c'est amer, mais j'ai besoin de sourire quand j'écris.
Alors, les féministes m'ont déjà attaqué 20 000 fois sur d'autres livres, complètement à tort et à travers. Par exemple, j'avais un livre qui s'appelait Spécimen mâle, où toutes les femmes, c'est un livre de science-fiction, hein, de pure fiction, de pure science-fiction, ou même, je sais pas, d'absurde fiction, où par un mauvais sort dont on ne connaît pas la teneur, toutes les femmes disparaissent d'un coup de baguette magique, les jeunes, les vieilles, les moyennes, les grandes, les petites, il n'y reste que les hommes. Et c'est la chronique du genre humain à partir de cette disparition. Alors que l'idée c'était d'explorer l'absurdité d'une telle situation, évidemment, j'ai eu droit à quelques lettres de femmes outrées par le fait même qu'on puisse envisager leur disparition. Bah oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Il y a comme ça une anecdote assez marrante, hein, qui est le pari entre deux mathématiciens. Ils sont assis dans un café, puis il y en a un qui dit: je te parie que les 50 prochaines personnes qui passeront devant notre table seront des hommes. Alors l'autre mathématicien réfléchit, il dit, il se dit bon bah quand même c'est peu probable puisqu'il y a en gros une personne sur deux et c'est une femme, donc qu'est-ce que je risque? Je risque rien. Enfin la probabilité qu'il y ait 50 hommes qui passent d'affilée est ridicule, donc je vais gagner 100 € facile. Il dit j'accepte le pari, et c'est là qu'il y a un régiment qui passe devant le café, donc il perd son pari. Tout ça pour dire que oui, il y a comme ça des endroits où des femmes s'accumulent, ou des endroits où des hommes s'accumulent pour une raison étrange. Et voilà, mais là on dévie sur quelque chose d'autre, hein, qui est ma passion pour des situations un petit peu kafkaïennes peut-être, ou de la science-fiction un peu absurde. Voilà, ça j'aime aussi. Mais de l'absurde, comment dire, je crois fondamentalement que la société telle qu'on l'observe, on a l'impression qu'elle est le résultat d'un cheminement parfaitement rationnel d'année en année et de progrès, appelons ça progrès ou dérive, suivant qu'on croit à la science ou au contraire qu'on déteste la science, et que notre aboutissement, ce processus est parfaitement logique et maîtrisé, à peu près. Alors qu'en fait non, enfin, de mon point de vue, c'est grandement nos normes sociétales, par exemple, sont grandement le fruit du hasard et de la soumission à des normes imposées par des États, par des idéologies, par exemple, plus que quelque chose de parfaitement logique, voilà. Et ça trouble beaucoup les gens. Les gens aiment à penser qu'au moins leur époque, celle dans laquelle ils sont vivants, dans laquelle ils me voient et me lisent, au moins celle-là est parfaitement rationnelle. Mais en fait non, elle est pas plus rationnelle que l'Égypte des pharaons l'était, ou que je ne sais quelle société absolument primitive l'était. Les Égyptiens n'étaient pas primitifs, hein, c'est pas ce que je voulais dire. Bah, disons qu'à partir du moment où on fait un tropisme, c'est déjà problématique. C'est-à-dire que si vous êtes ultra féministe, ultra vegan, ultra ordinateur, ultra collectionneur de chaussures, il y a un problème, comment dire, une polarisation. Vous acceptez d'être polarisé dans une direction qui peut être idéologique, qui peut être une passion, mais c'est un problème. Moi, c'est le genre de personne qu'on n'aime pas forcément dans la vie réelle, mais que j'aime explorer en tant qu'écrivain. Ça, oui, pour moi, c'est de la très très bonne matière. Alors, les ateliers d'écriture, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. Il y a en ce moment une flambée d'ateliers d'écriture. J'en anime moi-même plusieurs. Et c'est formidable et inquiétant en même temps. C'est-à-dire que c'est formidable parce que moi, je considère que l'écriture n'est pas de droit divin, donc contrairement à ce que pensent beaucoup de Français, voilà. Mais je pense qu'on peut apprendre énormément d'astuces et on peut apprendre énormément aussi à dialoguer avec un professionnel. Maintenant, il n'y a pas de panacée, il n'y a pas il faut pas chercher dans les ateliers d'écriture quelque chose d'un remède miracle, une sorte de recette qui servirait à résoudre tous nos problèmes d'écriture. D'ailleurs, quand on a des problèmes d'écriture, c'est bon signe. Généralement, ça veut dire qu'on est bloqué, qu'on n'arrive pas à écrire, donc en fait, on est déjà écrivain. C'est-à-dire, de mon sens, 100% des écrivains
les véritables écrivains sont bloqués en permanence. Et ils passent leur temps à se dire comment faire pour débloquer ce satané chapitre. Voilà. Comment faire pour trouver la fin. Comment faire. Voilà. Mais sauf qu'ils sont obsédés par ça et ça occupe toute leur vie. Mais ça ne veut pas dire qu'ils écrivent. S'ils passaient au contraire tout leur temps à écrire, ce seraient des graphomanes et pas des écrivains. Comme c'est une débutante de l'écriture, au sens réel du terme, c'est pour ça, quand vous faites un journal, quand vous êtes écrivain, que vous faites un journal, si ce n'est pas vous-même qui faites le journal, et bien, ou c'est pas dans votre fiction, c'est pas un écrivain qui fait ce journal, eh bien vous êtes obligé de parsemer cette écriture de certaines maladresses, qui sont propres à la personne qui n'est pas professionnelle de l'écriture. Et il se trouve que Alix est attirée parfois par des jeux de mots stupides, mais qu'elle dénonce elle-même. D'ailleurs, elle a conscience, puisque de toute façon, elle sait très bien. Ça lui donne des complexes d'ailleurs de ne pas savoir écrire comme le ferait Simone de Beauvoir, par exemple. Voilà. Donc, mais bon, elle essaie et c'est pourquoi elle le fait. Elle ne veut pas devenir écrivaine. Elle veut se servir de l'écriture pour canaliser son envie androphage. Pour ne pas passer à l'acte, pour ne pas manger son chef de service, au sens littéral du terme. Voilà, c'est ça sa justification à l'écriture. Il me semble que j'avais déjà pratiqué comme ça la narration à la première personne, où on n'est pas, où je parle, par exemple dans Thriller, il me semble que j'avais écrit certains passages, pas tout le livre, mais certains passages à la première personne n'étant pas une femme. Mais peu importe qu'on soit une femme, un homme, quand on écrit à la première personne, ce qui est jouissif, c'est en effet, c'est comme quand on est acteur, quand on est sur scène, c'est d'interpréter, d'être soi-même tout en étant autre. Ça c'est formidable.